Eh bien, bonsoir à tous. L'année dernière, nous avons traité pendant toute l'année du thème « Penser les chemins de l'évolution ». Nous avons repris en fait quelque chose de fondamental, c'est-à-dire les grandes idées, les grands principes qui sous-tendent toute l'histoire de l'évolution planétaire et toute l'histoire de l'évolution humaine. On a repris des choses que certains connaissaient depuis longtemps, donc qui étaient un petit peu basiques, mais ça permettait de se rendre compte de toutes ces grandes idées qui donnent ou qui proposent des explications, en tout cas, sur toute l'évolution humaine. Et on peut se demander, finalement, une fois qu'on a perçu ces idées, une fois qu'on a compris tout cela, mais maintenant, où est-ce que ça nous amène? Où est-ce que nous allons avec tout ça? D'où cette année, le thème traité vers une nouvelle éthique. Nous allons chercher à percevoir donc cette année, d'une manière un peu plus pratique peut-être aussi, eh bien, si on suit ces chemins de l'évolution, si on les parcourt, eh bien, où est-ce que ça va nous amener? Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat dans notre société et dans l'histoire de l'évolution humaine? Alors le mot éthique, pour ceux peut-être qui ne le connaissent pas forcément très très bien, c'est l'équivalent de morale. C'est l'équivalent également de mœurs. Je l'écris parce qu'il ne faut pas qu'on confonde, il s'agit de mœurs écrites de cette manière-là. Hein, il ne s'agit pas de mourir. Bon. Donc les mœurs, c'est vraiment donc, comme la morale, hein, c'est la même étymologie, même système. C'est un ensemble de principes, c'est un ensemble d'idées, c'est un ensemble de pratiques qui concernent un peuple, qui concernent une tribu, qui concernent une famille, qui vont concerner une nation, et qui finalement sont en rapport avec la recherche du bonheur. C'est très curieux, on a quelquefois l'impression, parce que le mot moral, pour nous, a pris une consonance presque un peu sévère, hein, le moralisateur, faire la morale, etc. Mais en philosophie, la morale n'est pas du tout en rapport avec ça. La morale, c'est plutôt la recherche du bonheur. C'est-à-dire que tous les philosophes qui ont recherché sur la morale ont recherché finalement quelles étaient les règles de vie propres à tel ou tel peuple pendant un certain temps donné, à une époque donnée, et pour se dire, mais comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? Comment est-ce qu'on peut se rencontrer ensemble? Comment est-ce qu'on peut être bien ensemble? Et finalement, les mœurs, la morale, l'éthique, bah c'est ça. C'est qu'est-ce qui nous permet de nous rencontrer, de vivre ensemble. C'est, on pourrait dire, la mise en œuvre de ce qu'une population donnée a pu comprendre, a pu mettre en place et vit selon ces règles donc qu'elle a décidées elle-même. Naturellement, les mœurs, la morale, ça change tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui est propre à chaque époque et même en ce moment, à chaque peuple, chaque population. Donc c'est vraiment quelque chose d'éminemment variable. On ne va pas s'amuser à essayer de les étudier selon les populations, mais selon les époques, en tout cas en ce qui nous concerne. Et ça va être intéressant d'essayer de voir maintenant que nous cherchons à évoluer de plus en plus vers une conscience d'ensemble, que nous quittons progressivement et lentement, c'est vrai, la conscience strictement individuelle et égoïste, mais finalement, vers quelle éthique nous allons? Vers où nous allons? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on peut faire de la prospective par rapport à ça? Est-ce qu'on peut se dire, bah, on connaît bien l'éthique de la conscience individuelle. On sait très bien comment dans nos sociétés on se comporte en égoïste, en profiteur, avec nos plaisirs, etc. Les mœurs de notre époque, c'est pas la peine de nous faire un dessin. Mais on va où? Et est-ce qu'on peut nous-mêmes essayer d'explorer ces idées qui débouchent sur des pratiques de manière à ce que nous en soyons nous-mêmes porteurs? Des gens qui ont déjà l'éthique du futur, il y en a plein. Ils sont déjà dans la société, ils existent déjà, et ce sont vraiment des personnes qui sont là. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout majoritaires. Ce qui va être intéressant, donc, c'est de percevoir, mais finalement, bah, qu'est-ce que ça va être que cette nouvelle éthique? Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons être aussi et faire partie aussi des gens qui sont quelque peu en avance, en tout cas par rapport à ça, et qui cherchons à amener cette nouvelle pratique. Alors, c'est vrai que quand je dis que c'est évident que les mœurs évoluent, que la morale évolue, je ne sais pas si vous avez regardé la télévision dans ces temps de fin d'année, mais les chaînes d'infos nous passent régulièrement des rétrospectives de l'année. Ça peut être une émission même assez longue, parce que si on prend vraiment tous les événements fondamentaux pendant 12 mois, ça dure quand même un certain temps. Et alors là, pour vous foutre le moral à zéro, c'est génial. C'est-à-dire que pendant une heure et quart, vous voyez la rétrospective, alors il s'est passé ça en janvier, en février, en mars. C'est pas vrai.
Et vous avez, parce que les chaînes ne retiennent rarement les choses heureuses qui se sont passées, vous avez une succession de guerres, d'attentats, de racisme, de haine, de guerres civiles, de gens qui ne s'entendent pas, de meurtres, de choses affreuses, de pollution, de cataclysmes. Bref, vous avez tout ce temps-là, tout ça, ça s'est passé, c'était l'année 2013. Ah, chouette, vivement 2014. On comprend qu'on se dise bonne année, hein, cette année, on ne faut surtout pas rater. Parce qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose, quand on a comme ça une espèce de catalogue de rétrospective sous les yeux, on dit mais est-ce que la morale avance? On peut en douter, on peut se dire mais c'est pas possible, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours la même intolérance, c'est toujours les mêmes guerres, c'est toujours les guerres de religion, les guerres entre les populations, les gens qui s'aiment pas, les gens qui font des horreurs. Mais est-ce que vraiment il y a une morale qui avance? Et certaines personnes en doutent fortement. En réalité, ça avance beaucoup, ça avance même très bien. Il y a une chose qui est très intéressante cette année, justement, pour voir combien la morale ou combien les mœurs avancent. C'est de se rendre compte que nous sommes le 100e anniversaire de la guerre de 14. 1914, mine de rien, c'était exactement il y a un siècle. Et avant un siècle, c'était quand même très très long dans la vie d'un humain, il y avait vraiment très peu de centenaires. Mais maintenant, il y a de plus en plus de centenaires. On pourrait presque dire, maintenant, d'ici d'ailleurs une cinquantaine d'années, on nous annonce que ce sera presque la règle. Normalement, s'il n'arrive pas trop de pépins, quelqu'un vivra minimum une centaine d'années. Donc, c'est rien du tout. Alors, sans aborder, parce que ce n'est pas notre sujet, puis ce serait trop facile, les différences du point de vue technologique entre 1914 et 2014, là c'est faramineux quand on prend les différences technologiques, mais non, prenons celle des mœurs, simplement, simplement pour évoquer des choses. Regardez simplement la place de la femme dans la société. En 1914, une femme n'avait pas le droit de faire des études supérieures. Elle n'avait pas le droit d'aller à l'université, parce que c'est vrai qu'on n'en parle même pas. Donc, prendre sa place dans la société, avoir un métier comme tout le monde, non, ça n'existe pas. La place de la femme était au foyer et de faire des enfants. La pilule a fait beaucoup de choses par rapport à ça. Mais si on avait dit en 1914, les femmes pourront prendre la pilule et c'est elles qui maîtriseront la contraception et non plus l'homme, c'était une révolution extraordinaire. En 1914, ça ne pourrait pas être entendu. La reconnaissance de l'homosexualité. L'interdépendance entre les nations. On était à la veille d'une première guerre mondiale. Et annoncé en 1914 qu'on aurait bientôt une Europe qui se ferait tant bien que mal, mais en tout cas qu'il y aurait la paix, qui serait plus du tout question de bagarre, mais au contraire de coopération. Mais on n'aurait pas compris. On ne savait même pas ce que c'était que l'Allemagne d'ailleurs en 1914. On appelait ça encore à peu près la Prusse. Donc l'Allemagne venait juste d'apparaître, de naître. Il n'y avait pas très très longtemps, on n'était pas encore bien habitués. Et donc ça paraît vraiment incroyable de voir tous ces changements. Le bouleversement dans la religion. La religion catholique était hyper dominante en 1914. Si on avait annoncé qu'un siècle après, elle n'aurait guère plus d'influence dans la société actuelle, on dirait mais c'est pas possible. Tous les gens continuent quand même d'aller à la messe. Ah non, non, les églises sont quasiment désertes. Par contre, ce qui prend de plus en plus d'importance, c'est l'islam. L'islam. Oui, à part ceux qui étaient allés dans les colonies en 1914, on ne savait pas trop ce que c'était. Puis le bouddhisme aussi. Chez les gens qui font une quête spirituelle. Ah ben, une quête religieuse. Non, une quête spirituelle en dehors de toute religion. Ça veut dire quoi, ça? Le bouddhisme a un bon succès. On n'aurait absolument rien compris. Donc vous voyez, si on prend un petit peu les choses comme ça, je ne vais pas m'amuser à faire la liste, c'est simplement vous montrer à quel point les mœurs ont complètement changé. Combien la société a changé, combien ce que nous vivons, ce sont vraiment d'autres idées, d'autres valeurs. Et donc une éthique, c'est l'art d'arriver à vivre dans cette société des valeurs totalement nouvelles. Donc ça avance bel et bien. Et on peut se demander, alors en 2114, quand je ferai la dernière conférence en 2114, ce serait intéressant et passionnant de se demander, mais vers quelle éthique nous allons? Qu'est-ce qu'on aura? Alors c'est vrai qu'on va essayer cette année justement d'essayer de percevoir différents éléments, différentes idées, avec leur application. En se disant, oui, il y a déjà des gens qui vivent comme ça, mais c'est très très loin d'être la majorité. Est-ce que nous, on peut les accompagner? Est-ce que nous pouvons finalement arriver à entrer progressivement dans cette nouvelle éthique de manière à ce qu'elle s'instaure de plus en plus dans notre société? Parfois, ça paraîtra peut-être complètement utopique. Peut-être vous direz, non, là, tu charries, là, quand même pas... Quand même, arriver à vivre telle valeur, c'est pas de sitôt.
Ce que je crains au contraire, c'est d'avoir du retard. C'est que les choses vont tellement vite, comment peut-on réellement imaginer les valeurs qu'il y aura dans un siècle quand on voit le changement par rapport au siècle dernier? Donc ce sera intéressant de voir que nous avons, nous, un rôle à jouer pour amener ces nouvelles valeurs en manifestation. Alors, pour commencer, nous allons travailler sur le rythme. Sur le rythme et sur les cycles. Deux choses extrêmement importantes justement dans ces nouvelles valeurs, dans cette nouvelle éthique, c'est de mettre l'accent sur ces éléments qui ne sont pas tellement bien connus, même si on en a souvent parlé, on a souvent évoqué comme ça. Mais c'est vrai que c'est très important parce que dans cette nouvelle éthique, dans cette nouvelle façon de vivre vers laquelle nous allons, la notion de cycle et la notion de rythme vont prendre une importance vraiment considérable, dont on ne se rend absolument pas compte maintenant. Et donc ça va être très important d'arriver à percevoir qu'est-ce que ça veut dire et de quelle façon on peut vivre cela. Ceux d'entre vous qui connaissent bien donc ce travail savent que le titre que nous développons, donc vers une nouvelle éthique, se développe en 12 conférences, correspondant à 12 mois, correspondant aux 12 signes du zodiaque. Non pas parce que c'est amusant de faire ça par rapport aux signes astrologiques de chacun, il ne s'agit absolument pas d'horoscope, on en est bien loin. Il s'agit tout simplement de voir que chaque fois l'année se déroule selon 12 archétypes d'énergie fondamentaux qu'on appelle les énergies du zodiaque. Et cette année, donc, nous allons aussi bien mettre en évidence que le développement de ce thème se fera selon ces 12 énergies. Oh, bien sûr, n'y voyez absolument aucune allusion au côté psychologique, humain, habituel de tel ou tel signe. Et c'est vrai que dans les conférences, quelquefois, si vous ne connaissez pas l'astrologie au niveau fondamental, vous aurez peut-être du mal à retrouver pourquoi est-ce qu'on traite de ce sujet de telle manière par rapport à tel signe. Et pourtant, je vous assure que c'est toujours quelque chose qui est là, même si c'est en filigrane, mais il y a véritablement toujours donc un développement selon ces énergies. Pourquoi on fait comme ça? C'est ce que nous verrons le mois prochain. Pourquoi est-ce qu'il est important de suivre les cycles du zodiaque pour n'importe quel travail, qu'il s'agisse d'un travail de jardinage, qu'il s'agisse d'un travail ésotérique, qu'il s'agisse d'un travail de cœur? Eh bien, nous verrons ça aussi le mois prochain, donc dans l'aspect plus particulièrement relié au cycle. Là, aujourd'hui, on commence par l'aspect vibratoire en rapport avec l'énergie Capricorne. L'énergie Capricorne qui démarre l'année et qui nous met toujours en rapport avec la notion de responsabilité. Responsabilité d'avancer, responsabilité de progresser. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de rythme accordé? Le thème de ce mois. Il y a quelques mois, au mois de juin dernier, nous avons étudié la physique quantique. Et nous avons vu, à propos de cette physique quantique, combien il fallait voir le monde, qu'on appelait le monde de la matière, extrêmement différemment de ce à quoi on était habitué. Et que finalement, qu'on parle d'énergie, qu'on parle de forme, comme nous, qu'on parle de formes denses, comme des bâtiments en béton, des chaises sur lesquelles on est assis, ou bien qu'on parle tout simplement de conscience, tout ceci pouvait être considéré comme un seul et même élément. En tout cas, qu'on n'avait pas à séparer la matière dense, l'énergie, la conscience, et qu'il y avait même des interactions très très puissantes à travers ces trois éléments. On a vu combien on vivait finalement dans un monde d'énergie qui était aussi un monde qui faisait que ces énergies étaient ondulatoires. C'est-à-dire qu'une onde, il y a plein de sortes d'ondes, c'est la façon dont l'énergie se propage. L'énergie, vous voyez, c'est pas comme un lac tranquille, quelque chose qui est étale comme ça. C'est quelque chose qui a toujours tendance à se diffuser, à circuler. Et donc il y a des énergies qui circulent à travers l'espace, à travers la Terre, à travers donc les galaxies, à travers nous, entre nous. Il y a des énergies à tous les niveaux, au niveau microscopique comme au niveau macroscopique. Et donc tout est énergie et tout voyage par onde. Une onde, juste un petit aspect particulier, une onde, c'est pas du tout quelque chose qui fait voyager de la matière, c'est quelque chose qui fait voyager de l'énergie. Donc une onde, c'est un vecteur d'énergie, et non pas un vecteur de matière dense. Par exemple, la vague. Une vague dans la mer, la vague, c'est tout simplement quelque chose qui a accumulé l'énergie du vent. Et ça se déplace et ça s'avance et ça meurt sur une plage. Et la vague est simplement donc une énergie en mouvement. Mais ce n'est pas un courant d'eau.
faut surtout pas croire que l'eau suit la vague. Non, non, l'eau, elle est là, et au moment où la vague passe le loop, l'eau monte un petit peu, puis elle redescend, et puis c'est tout. De même, quand vous jetez un gros caillou dans un lac, les ondes, comme ça concentriques qui sont des rougages, ne font pas voyager l'eau. Ça ne propose pas un courant d'eau. Simplement, c'est un courant d'énergie qui se déplace et ça ne déplace pas l'eau, ça déplace simplement l'énergie. Les ondes acoustiques, le son, ne déplacent pas l'air. Ça ne fait pas un courant d'air. C'est simplement un courant sonore, donc d'énergie qu'on peut entendre. Donc tout se déplace de cette manière-là et donc tout est courant et tout est énergie. Intéressant de voir que tous ces courants, on pourrait tout simplement dire qu'ils ont différentes formes. Ce sont comme des ondes. Beaucoup, par exemple, sont sinusoïdales. Donc voilà, par exemple, comment on pourrait déterminer un courant d'énergie, une onde. Comment on pourrait déterminer que tout existe? Parce que finalement, toute particule dans son déplacement génère une onde. Donc tout est ondulatoire et tout ressemble un petit peu à cela de près ou de loin, avec naturellement des différences énormes. Ça veut dire que vous avez donc des ondes de toutes sortes. On dit par exemple, on peut définir une onde par sa longueur d'onde. On en reparlera tout à l'heure de la longueur d'onde, si on est sur la même longueur d'onde. Eh bien, la longueur d'onde, c'est simplement la distance qui existe entre deux crêtes de l'onde. Vous voyez, l'onde, c'est vraiment quelque chose qui vibre comme ça autour d'un centre d'équilibre, donc en plus et en moins. Et puis naturellement, il y a aussi quelque chose qui va varier, c'est ce qu'on appelle la fréquence, c'est-à-dire la vitesse à laquelle finalement donc ces ondes vont pouvoir vibrer. La distance, la longueur d'onde, elle peut être extrêmement variable. On parle quelquefois d'ondes kilométriques, des grandes ondes. Et puis il y a des ondes métriques. Il y a les grandes ondes à la radio, mais quand on fait autrefois 1600 mètres, mais voilà, c'est des grandes ondes de la radio. Et puis vous avez des ondes centimétriques, puis vous avez des ondes millimétriques, puis vous avez des ondes nanométriques. Par exemple, donc, vous voyez, on a vraiment donc, aussi bien des ondes de radio que de la lumière, c'est vraiment infiniment petit, que des ondes beaucoup plus grandes, des ondes radio. On a à chaque fois donc des variations de longueur d'onde. C'est tout petit ou bien c'est grand comme ceci. Voilà. Voilà différents mouvements ondulatoires. Ça se détermine aussi par ce qu'on appelle une fréquence, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde. Et c'est ça qui va déterminer quelque chose d'important qu'on appelle un rythme. À quel rythme vibre une onde? Alors comme tout est onde, par exemple, en musique, chaque note de musique est une vibration particulière. Le La, par exemple, sur lequel on s'accorde, la, ce La, il fait 440 vibrations par seconde. Si vous descendez d'une octave, vous n'avez plus que 220 vibrations par seconde. Ou si vous montez, vous avez 880. Donc vous voyez, vous avez vraiment donc à chaque fois un doublement de la vibration et ça vous fait donc une octave en plus ou en moins. Les lumières aussi sont tout simplement aussi des variations d'ondes. Tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit, tout ça, ce sont rien que des variations d'ondes et chaque onde peut avoir donc sa longueur d'onde et peut avoir sa fréquence, son rythme. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Vous vous en foutez? Bon. Simplement pour vous montrer très rapidement que tout ce qui existe, que ce soit donc la musique, les couleurs, ça on l'entend bien, la lumière, nos relations, mais tout ce qui est dense aussi, donc une chaise, le sol, tout ce qui existe, qu'à chaque fois tout ceci, eh bien c'est un certain rythme. Et que finalement la matière, la conscience ou l'énergie, c'est toujours un rythme. Un certain rythme en nombre de vibrations par seconde. Et que finalement, c'est l'espèce de communauté fondamentale de tout ce qui existe. C'est que tout est ondulatoire et donc que tout est rythme. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer ce soir, c'est aussi une nouvelle façon justement de percevoir cette réalité. C'est que si tout est rythme, il va être intéressant finalement de pouvoir agir de cette manière-là. C'est vrai que si tout existe sous forme de rythme, ce qui va être passionnant, c'est de se dire, mais si nous, on est rythme, comment j'agis sur mes rythmes? Comment on agit sur le rythme de l'humanité? Comment on agit sur les rythmes des uns des autres? Comment on interagit d'une manière rythmique? Et que la plupart du temps, ignorer le fait que tout ceci, c'est rien qu'une question de rythme, ça fait qu'on ne sait pas changer les choses. On n'arrive pas fondamentalement à changer. Et on en fait l'expérience tout le temps. Dans notre société, on se dit, mais qu'est-ce que c'est difficile de changer? Qu'est-ce que c'est long de changer? Comme c'est pas évident. On le sait tout simplement parce qu'on n'agit pas sur le bon rythme et de la manière rythmique qui est nécessaire. Voilà pourquoi ce que je vous propose ce soir,
en réalisant que tout est rythme, c'est de voir comment est-ce qu'à partir de là, ça peut nous inciter à une nouvelle façon de concevoir le changement et l'évolution. En pensant en termes de rythme, en pensant en termes de vibration. Et puis, comme on va le voir, puisqu'il faut que ça descende effectivement donc sur le plan physique, en pensant mais aussi en agissant de cette manière-là. Alors, quand on va travailler justement sur ces rythmes, on va s'apercevoir que nous-mêmes, nous sommes un instrument de musique à 5 cordes, comme un banjo. Donc nous avons 5 cordes. Le corps physique, la corde émotionnelle, la corde mentale, la corde personnalité et la corde âme. Nous sommes donc un ensemble comme ça de 5 cordes. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir donc vibratoirement, puisque quand on accorde quelque chose, là aussi, c'est des vibrations. Si on essaye d'accorder une corde sur le La, il faut trouver les 440 vibrations par seconde, pas les 442. Donc, juste ça, pour que ça soit exact avec les autres. Et donc, comment est-ce que nous-mêmes, déjà, on peut apprendre vibratoirement à s'accorder? Comment est-ce qu'on peut accorder nos différents corps pour être un instrument qui joue juste? En plus, il y a un deuxième problème qui va surgir, c'est qu'il y a forcément une corde dominante qui apparaît dans un tout accord, qui apparaît beaucoup plus forte que les autres. Devinez laquelle? Oui, la corde émotionnelle. Effectivement, c'est la corde sensible. Et celle-là, elle fonctionne bien. Et cette corde émotionnelle, c'est généralement celle qui est complètement dominante. Et c'est vrai que dans notre vie, du coup, parfois, il y a des moments où on en a marre d'entendre cette note. On aimerait entendre plus profondément les autres notes de l'accord. On préférait entendre d'autres choses. Alors c'est là qu'on cherche à réaccorder notre instrument, de manière à ce qu'on accorde un peu plus avec le mental. Ah, ça y est, on entend un petit peu plus la corde mentale, la corde émotionnelle, on l'entend moins. Mais il faut que tout ceci fasse qu'on entende bientôt la corde personnalité, puis là surtout la corde fondamentale, l'âme, la tonique, vraiment qui devrait donner toute l'ambiance, toute la tonalité de l'accord que l'on cherche. Bah, tout ça, c'est un réglage. Tout ça, c'est le réglage que nous sommes invités à faire. Et tout ça, c'est rien qu'une histoire de vibration à réaliser en nous. On va essayer de voir comment. Et puis, une fois que nous-mêmes, en tant qu'instruments, on se sera à peu près accordé, peut-être qu'on aura trouvé aussi un diapason peut-être à un autre niveau, peut-être qu'on aura changé des choses, et ben on va réaliser qu'on fait partie d'un orchestre. Et qu'il va falloir finalement s'accorder entre nous. Comme on dit, une fois que j'ai accordé mon violon, il faut qu'on accorde nos violons, nous tous. Et donc, comment est-ce qu'on va réussir à s'accorder les uns les autres? Comment est-ce que là aussi, vibratoirement, on va trouver les manières de s'accorder les uns aux autres, donc au sein d'une société, au sein du monde? Tout ça dans le but, naturellement, de vivre d'une manière harmonieuse, hein, puisque c'est la recherche de l'éthique, c'est la recherche de la morale ou des mœurs. Alors commençons par voir l'accord avec nous-mêmes. Comment est-ce que nous, on accorde nos différents corps et comment on peut voir ça sous l'aspect vibratoire? On pourrait dire d'abord que évoluer, c'est vraiment s'accorder à une note supérieure, à une vibration supérieure. On pourrait tout simplement résumer tout ce qu'on pourrait dire sur l'évolution, quel que soit le corps que l'on cherche à faire évoluer, ou simplement nous-mêmes en tant que globalité, nous-mêmes quand on cherche véritablement à évoluer, c'est apprendre à vibrer plus subtilement. En effet, quand on est lourd, quand la vibration est large, quand la vibration, vous voyez, a une grande longueur d'onde, quand ça vibre peu de fois par seconde, en musique, on est dans les graves. Boum, 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 boum. Et du niveau psychologique, on est vraiment plutôt dans les lourdeurs. Vous voyez, plus on est un peu lourdeau, plus on est un peu comme ça, plus la vibration est assez lourde. Plus on est dans la matière, plus on est dans le physique, et plus la vibration est assez lourde. En musique, plus ça devient une vibration subtile, plus on va dans les aigus. Ben nous, on pourrait dire que là aussi, en conscience, plus on monte dans les vibrations les plus subtiles, et plus nous aussi, l'onde, elle s'affine progressivement, et plus on apprend à vibrer différemment. Donc toute l'histoire de l'évolution, ça tient en un mot, c'est une première loi fondamentale, c'est ce qu'on appelle la loi de vibration. Il s'agit simplement d'apprendre à vibrer de plus en plus subtilement. La règle est là, toute simple et toute fondamentale. Ça résume tout ce qu'on pourrait dire. Apprenons chacun d'entre nous à vibrer plus subtilement. C'est facile à dire, la règle est simple. Maintenant, on fait comment pour apprendre à vibrer plus subtilement? Parce que en ce mois de janvier, on cherche justement à
prendre des bonnes résolutions pour changer. C'est le début de l'année, et on se dit, c'est vrai que cette histoire de vibration, moi je le sens bien, je me sens de temps en temps un peu lourd, un peu comme ça, il y en a marre, il y a des choses dans ma vie qui traînent depuis un bon bout de temps, il faudrait que ça change, il faudrait que ça se dynamise, il faudrait qu'il se passe autre chose. Et donc, on cherche finalement à se dire, allez, cette année, je me mets à ceci, je me mets à cela. Alors ça peut être, cette année, je fais un régime. Non, ça n'a pas fini comme ça. Ou cette année, bon, j'arrête ceci. Cette année, je prends telle bonne résolution. Cette année, je décide de bouquiner telle chose. Vraiment, c'est le moment où on cherche à se fixer un objectif pour monter notre vibration sur l'un des corps ou sur tous les corps, ou tout simplement même monter un peu plus dans la direction de l'âme. Donc, objectif, augmenter la vibration. Très bien. Et comme vous le savez tous, pour l'avoir fait de nombreuses fois, combien de temps tiennent les résolutions du mois de janvier? Pas très longtemps. En réalité, ce qui se passe, et il n'y a pas qu'au mois de janvier, j'en profite parce que nous sommes justement là maintenant, mais c'est vraiment quelque chose qui existe de tout temps. Chaque fois qu'on essaye de se changer, chaque fois qu'on essaye de se dire, ça y est, maintenant je m'y mets, ça y est, il n'y a pas de doute, maintenant, puisque c'est comme ça, maintenant tous les jours, je vais lire un peu d'Alice Bailey, 30 minutes tous les jours. Je m'y mets. Ou bien maintenant, je décide de faire ceci ou de faire cela, ou je me mets à la méditation sérieusement. Chaque fois qu'on fait des choses comme ça, alors qu'on n'y était pas du tout, et qu'on se fixe un objectif, oui, sur le moment, ça fait bouger les choses. Sur le moment, ça remue des choses. Sur le moment, on sent bien qu'il y a vraiment quelque chose qui s'élève. On sent bien que la vibration augmente. Vous voyez, un peu comme si on avait une vibration comme ceci, assez lente. Bon, donc on était comme ça. On dit, allez, on s'y met. Et effectivement, waouh, ça y est, ça y est, ça y est. Et puis, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas à tous les coups? Pourquoi est-ce qu'il apparaît aussi difficile de changer? Pourquoi est-ce que nos bonnes intentions, pourquoi est-ce que notre volonté de travail, ça tient 2 mois, 3 mois, 6 mois, et que ça finit toujours par retomber? Là, ça c'est un point extrêmement important. Tout simplement parce que nous sommes faits, nous-mêmes, dans nos différents corps, physiques, éthériques, émotionnels, mentaux, nous sommes faits, alors scientifiquement on dirait d'atomes, de particules, d'éléments extrêmement subtils, qui ont un certain degré vibratoire. Et ce degré vibratoire, il a été acquis par toutes nos années de vie. C'est vrai que quand on est très jeune, c'est des choses très fluctuantes, parce qu'on n'a pas encore bien installé ça. Mais plus on prend de l'âge, et plus finalement, eh bien, on a un rythme très précis. On a un rythme physique, un rythme émotionnel, un rythme mental, on pense d'une certaine manière, et on est installé là-dedans quelquefois depuis des années. Et c'est un rythme bien ancré, qui est là, qui est non pas inhérent simplement à notre mental et à nos décisions, mais qui fait partie de nous-mêmes. En ésotérisme, plutôt que de parler de particules, plutôt que de parler d'atomes, on parle d'élémentaux. Les élémentaux, ce sont des petites vies élémentaires, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Donc ça peut être effectivement des atomes, ça peut être des électrons, ça peut être des particules, mais on appelle des élémentaux pour mettre simplement le fait que tout est vie. Et que ce qu'on pourrait appeler une particule, ce qu'on pourrait appeler un électron, ben, ce n'est pas du tout quelque chose de purement matériel. C'est quelque chose de vivant et c'est quelque chose de conscient et qui évolue. Toute matière est vivante et évolue à quelque niveau que ce soit. Hein, c'est ce qu'on appelle l'hylozoïsme. C'est-à-dire que tout est vie, à n'importe quel niveau. Il faut donc percevoir absolument que ce qu'on appelle nous-mêmes la matière dense, ce qu'on appelle les électrons ou les protons, tout ça, toutes ces particules, c'est quelque chose de vivant. Et donc c'est pour ça que c'est très important de réaliser que nous sommes finalement un ensemble cohérent de toutes ces petites vies. Et ces petites vies qui sont vraiment à respecter parce que elles sont à un niveau évidemment très élémentaire de l'évolution, mais elles évolueront progressivement, elles passeront par tous les stades et un jour ces petites vies deviendront humains et puis autre chose, etc. Donc tout progresse donc depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Et pour l'instant, elles en sont là. Et ces petites vies, elles ont une qualité, c'est de maintenir l'état dans lequel elles sont et d'attirer à elles uniquement ce qui leur convient, uniquement ce qui correspond à leur niveau vibratoire. Jamais une petite vie comme ça n'essaiera d'attirer quelque chose de supérieur. Donc ne comptez pas sur ces petites vies pour évoluer, au contraire.
Leur truc, ce serait plutôt de vous ancrer un peu plus bas pour bien asseoir les choses, pour que la vibration soit encore bien installée. Voilà pourquoi, vous voyez, il y a une phrase toute bête, quelquefois on dit, vous savez que dans la vie, quand on n'avance pas, on recule. On pourrait dire, bah non, c'est idiot, si on n'avance pas, on reste sur place. Et bien, grâce à ces petites vies, non, on pourrait dire qu'effectivement, si on n'imprime pas nous-mêmes quelque chose vers une nouvelle vibration, la tendance générale, c'est qu'on perd. C'est pour ça que si vous arrêtez de vous servir de vos muscles ou de votre corps physique, vous perdez. Si vous arrêtez de vous servir de certaines capacités sensibles, en musique ou autre, vous perdez. Si vous arrêtez de vous servir de votre mental, vous perdez. Parce que toutes les composantes, toutes les petites vies qui composent tous ces corps, si on ne les entraîne pas à aller plus loin, de par elles-mêmes, simplement, elles descendent progressivement. Elles sont complètement à maintenir cette vibration et à vous entraîner éventuellement plus bas. Et voilà pourquoi il est tellement difficile de changer, tout simplement parce que ça ne dépend pas simplement de notre bonne volonté. Ça ne dépend pas tout simplement de notre bon vouloir. Il ne suffit pas de dire, allez, demain je change. Demain, je me mets à la méditation et que ça saute, et puis 10 minutes tous les jours. Non, mais sans blague. Bon. Oui, c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait effectivement une volonté comme ça. Mais ça va se heurter à un fond en nous qui est composé de tous ces élémentaux, de toutes ces vies, et qui ne bouge pas de sitôt. Et qui, on dit, mais pourtant, j'ai réussi à le faire pendant 6 mois, et je reviens quasiment au point où j'en étais. J'ai peut-être un petit peu progressé, mais si peu. Ah mais oui, tout simplement parce que je n'ai pas le savoir-faire vibratoire qu'il faut. Comment changer les vibrations de ces élémentaux? Comment finalement imposer un nouveau rythme à ce que je suis? Comment réussir à changer les choses? C'est ça que la plupart du temps, je ne sais pas faire. Donc je me fatigue beaucoup à aller chercher quelque chose d'autre pour m'apercevoir que c'est pas si évident que ça. Comment peut-on faire alors pour changer? Eh bien, quand on cherche à changer, à n'importe quel niveau, vous remarquerez qu'il y a un mot qui revient tout le temps, c'est le mot éliminer. Voilà. Chaque fois, on dit, allez, j'ai pris trop de kilos pendant les fêtes, ça suffit comme ça, il faut que j'élimine. Donc, première chose, hop, régime. Ou bien, dans mon corps émotionnel, il y a plein de choses au niveau émotionnel qui ne vont pas du tout. Et donc ça suffit, il faut vraiment que j'arrête d'être comme ça, il faut que j'arrête d'être inquiet, ou il faut que j'arrête d'être avide, il faut que j'arrête d'avoir toujours peur de manquer, il faut que j'arrête finalement de ne pas faire confiance aux autres, il faut que j'arrête d'être jaloux, il faut que j'arrête... Bref, tout ce qu'on peut imaginer sur le niveau émotionnel, ou bien il faut que j'arrête ma paresse mentale, ou bien il faut que j'arrête... Donc à chaque fois, quand on vise un changement, vous remarquez que c'est toujours, il faut que j'arrête quelque chose. Ce qui n'est pas du tout positif comme déclaration. En tout cas, je déclare qu'il va falloir que j'élimine quelque chose. Eh bien, ça ne va pas être facile. Imaginez que vous puissiez dire à vos élémentaux, qui sont là parce que vous les avez amenés là, parce que vous les avez habitués à un certain niveau vibratoire, vous avez attiré vous-même complètement ces élémentaux, ils vous constituent entièrement, et vous dites, ça suffit, j'en ai marre, taillez-vous, oust là, élimination complète. Heureusement qu'ils ne vous écoutent pas parce que d'une seconde à l'autre, vous n'existeriez plus. Plus rien, puisque vous êtes corps complètement donc élémental. Donc s'ils pouvaient se partir ailleurs, donc heureusement, ça ne marche pas. Mais donc, comment dire, mais allez, il faut changer ça, j'élimine tel comportement. Ah ben oui, vous pouvez l'éliminer momentanément parce que vous allez faire autre chose. Vous allez éliminer, vous bloquez. Mais vous savez très bien que plus on élimine quelque chose, plus il revient brutalement. Les nutritionnistes sont épouvantables. Ils disent, allez-y, faites un régime. Quand vous allez arrêter, vous allez reprendre plus que vous n'aviez avant. Parce que, effectivement, la nature, comme on dit, a horreur du vide. Si je mets rien à la place et que j'essaye d'éliminer, ben forcément, ça revient automatiquement. Il ne peut pas rester un vide. Et donc, commencer par vouloir éliminer est une erreur. Et c'est pour ça que, généralement, quand on veut changer des choses et qu'on définit par élimination, ça ne marche pas, évidemment. Il faut donc commencer par ce qu'on appelle l'aspiration. Il faut commencer par aspirer. Aspirer autre chose. Aspirer de nouveaux éléments, de nouveaux élémentaux. Aspirer de nouvelles vies, aspirer de nouvelles vibrations. Il va falloir qu'effectivement nous fassions appel à quelque chose de tout à fait nouveau.
faut dire, oui, bon, bah ça c'est c'est facile. Non, ça n'est pas facile. Finalement, on le sait très bien, dans nos idées, ça fonctionne un petit peu comme dans l'élimination. On sait beaucoup plus facilement ce qu'on ne veut plus que ce qu'on veut. Et donc, à partir du moment où on dit, allez, tu aspires à quoi? Bah, à être mieux. Non, non, précisément, tu aspires à quoi? Là où tu en es, tu vis tel niveau vibratoire, dans ta vie, tu vis tel niveau vibratoire, tu as telle lourdeur que tu connais bien, tu as telle facilité que tu connais bien. Tu aspires à vivre à quel niveau vibratoire ta vie quotidienne et en quoi tu cherches à la faire progresser. Parce que ce que je vous raconte, c'est aussi bien valable pour des personnes qui vivent une dimension spirituelle que pour des gens qui vivent complètement au niveau individuel. Chacun fixe son niveau d'aspiration. Et c'est pas toujours facile de voir, voilà, c'est ça que je veux. D'autant plus que, une fois que j'ai perçu, par exemple, une certaine aspiration, je dis, moi, je voudrais véritablement vivre en tant qu'âme. Véritablement, véritablement, au quotidien, au quotidien. Tu as mesuré tout ce que ça implique, tous les changements que ça va amener. Est-ce que tu vois qu'une fois que tu vas être comme ça au niveau de l'âme, tout ce que ça va transformer dans ta vie, dans la relation, dans tes nourritures, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu vis. Ah, j'avais peut-être pas vu ça. Bon, alors, il faut que je vais aspirer, mais doucement, alors calmement. Euh, mais vous voyez, on sent déjà qu'il y a une contradiction. Par exemple, les nutritionnistes, encore je reviens au régime parce que c'est toujours un des bons exemples qu'on connaît. Ceux qui sont véritablement honnêtes vous disent, les régimes, ça ne marche jamais. Parce que dès que vous allez l'arrêter, forcément, vous allez reprendre, automatiquement. Donc, il faut bien que vous sachiez que si vous aspirez véritablement à autre chose, à un autre corps, c'est régime à vie. C'est-à-dire, dit autrement, il faut que vous revoyiez complètement votre alimentation. Donc, il faut que vous revoyiez complètement votre façon de concevoir la vie, l'approche émotionnelle, etc. Donc, ça et ça et ça et ça, peut-être qu'il faudra éviter. Ce genre de fête, ce genre d'excès, ça ne faut plus du tout, jamais. Jamais. Un petit peu de temps en temps, quand même. Et du coup, comme on n'a pas du tout envie de tout arrêter comme ça, bah, on aspire mollement. Bon, je vais quand même essayer de faire un régime, on va voir, peut-être que ça va marcher, puis sinon j'en referai un, puis j'en referai un. Oui, et puis voilà, on sait tous qu'est-ce que ça donne. Là, je prends un exemple tout bête qu'on a souvent entendu parler ou qu'on a fait nous-mêmes. Mais oui, c'est exactement la même chose quand on cherche à changer au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de la personnalité, du point de vue de l'âme. C'est qu'on se rend parfois pas compte du tout de qu'est-ce que c'est que cette aspiration. Et quand on s'en rend compte, à quoi va m'exposer cette aspiration si j'aspire vraiment à ça et que je deviens ça? Bon, j'y vais. Ne me bousculez pas derrière. Hein. Non, j'y vais, j'y vais. Bon, petite pause là parce qu'il faut que j'intègre. Bon. Oui, donc c'est ça. Et sinon, bah, si on n'aspire pas et puis si on ne voit pas, il n'y a strictement aucun changement. Donc la première chose, c'est véritablement ça. À quoi est-ce qu'on aspire? Alors à ce moment-là, il va y avoir élimination. Progressivement, il va y avoir des choses qui vont pouvoir s'éliminer. Parce que cette nouvelle vibration, c'est certain qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe, eh bien, je vais commencer à éliminer. Mais si je ne tiens pas longtemps cette nouvelle vibration, eh bien, si j'arrête, parce que je crois que ça y est, je crois que c'est gagné, ça y est, je crois que ça marche, ça va, et bien, tout part. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir réussir à ce que cette nouvelle vibration, pour qu'elle descende progressivement jusqu'au plan physique et qu'elle s'y installe, alors là, il va falloir vraiment de la régularité. Il va falloir vraiment avoir quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. Voyons cela un petit peu en détail. À partir de ces points-là, vous voyez comme on pourrait dire que dans le temps, il y a deux attitudes. On part généralement de l'inertie, c'est-à-dire le mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas, hein, ça veut dire que le mouvement, là, tel que l'on l'a. L'inertie, c'est voilà, ça fait des années que je suis comme ça, ou je vis comme ça. Oh, j'ai bien des petits changements, j'avance un petit peu gentiment, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Et puis quand on en a marre de l'inertie, sur un plan ou sur un autre, eh bien, on prend des résolutions, puis on bouge, et puis on fait quelque chose, et on rentre vraiment dans une grande mobilité. Et on y va à fond. Inertie, mobilité, et généralement, donc, vous voyez, tout se joue comme ça, un petit peu entre les deux. Voilà pourquoi, finalement, entre aspirer et éliminer, ça va bien, mais souvent, je passe comme ça à un excès. Je fonce dans quelque chose, mais comme je tiens pas la route, parce que c'est trop fatigant, ça me demande, et puis finalement, j'en reviens à l'inertie.
Donc tout ce qui avait commencé, mon aspiration qui avait commencé à provoquer des éliminations, eh ben ça s'arrête et retour au début. Voilà pourquoi il faut comprendre l'importance fondamentale pour que les choses se fassent, c'est d'arriver donc à trouver un rythme régulier sur du long terme. Et ce rythme régulier, ça va me demander justement de ne pas faire les tout fous, de me dire, bon, j'en ai marre, maintenant je vais exactement à l'opposé. Non, 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 pas à l'opposé, tu ne tiendras pas. Qu'est-ce que tu peux tenir comme rythme régulier? Tu vas vers une nouvelle vibration, d'accord. Définis qu'est-ce qui est en tes moyens de faire. Qu'est-ce qui est à la hauteur de ton aspiration? Si j'ai une petite aspiration, je vais tenir un petit rythme régulier. Je ne pourrais pas tenir des grandes décisions, ce n'est pas possible. J'ai trop de contradictions en moi. Par conséquent, qu'est-ce que je peux tenir? Et je me le fixe. Et à partir de là, j'y vais régulièrement. Vous voyez, vraiment avec la cadence d'un marcheur en montagne. On sait très bien que quand on est habitué à la montagne, qu'il faut trouver son rythme. Et que quelquefois, même quand on est avec d'autres personnes et on n'a pas le même rythme, ça fatigue, on ne peut pas les attendre, ou ils ont chacun son histoire de rythme. Et que c'est ce rythme régulier qui paye. Et pas du tout les excès. Vous savez, dans l'histoire de la fable, le lièvre et la tortue, le lièvre, il est complètement dans inertie-mobilité. J'arrive le premier, boum, mobilité, puis j'ai trop d'avance. Je fais une petite somme. Puis il voit passer la tortue, toum, 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 qui est dans un rythme régulier, qui ne bouge pas. J'ai le temps. Voilà, puis hop, un camp de mobilité, hop, inertie, hop, mobilité, inertie. Et qui c'est qui arrive à la fin? La tortue. Et peut-être que quand vous avez découvert, peut-être pour la première fois, la montagne, si vous n'êtes pas de la région, il vous est arrivé cette aventure, justement, de voir des gens qui commencent sur un sentier qui est encore relativement tranquille, ploum, avec un rythme de pépé. Vous dites, ben dis donc, ils ne sont pas arrivés. Puis vous, hop, 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 la pente est douce, ça se complique un peu. Faire une petite pause. Puis vous voyez le pépé, poum. Tiens, il est déjà là, lui. Bon. Bon, alors, je double le pépé. Non, mais on va voir qui c'est qui va arriver le premier. Ça monte de plus en plus. Plum. M'énerve. Et c'est lui qui arrive en premier. Vous voyez, l'histoire du rythme régulier. Et dans la vie, c'est exactement la même façon. Nous, c'est pas du tout en faisant des choses extraordinaires, des exploits, des trucs comme ça qui nous font avancer. C'est en prenant un rythme régulier basé sur une aspiration juste. Et c'est ça qui va faire que le troisième temps fondamental fait que on arrive à une discipline. La discipline, c'est l'attitude du disciple en n'importe quelle chose, c'est-à-dire celui qui apprend le disciple. Et la discipline, ce n'est pas du tout quelque chose qui est de l'extérieur, ce n'est pas du tout quelque chose de contraignant. La discipline, c'est tout simplement ce que chacun se met, chacun s'organise pour que ça puisse fonctionner. Et ça, c'est des choses qui sont extraordinairement connues, par exemple, chez les sportifs. Les sportifs savent très très bien que l'entraînement, c'est pas tout simplement, c'est vraiment pas passer de l'inertie à la mobilité sans arrêt, c'est un rythme régulier d'entraînement, correspondant à leur aspiration. S'ils veulent simplement champion régional, ça va être calme l'entraînement. S'ils veulent être champion du monde, il va falloir y aller. Donc simplement avec leur aspiration, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir éliminer pour pouvoir trouver justement ça. Et ils se mettent en rapport donc avec une certaine discipline. Et ce qui est archi connu dans le monde du sportif ou dans le monde artistique. Moi, si j'apprends le piano, et mon truc, c'est simplement d'arriver à jouer une petite berceuse, comme ça, Schubert, oh, bah ça va aller, quoi. Bon, un petit peu tous les jours, ça va fonctionner. Par contre, si je veux devenir un concertiste, si mon aspiration est beaucoup plus grande, la discipline va être à la hauteur de ça. Et là aussi, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Seul le rythme de tous les jours paye. C'est là on pourrait se demander pourquoi. Tout simplement parce que, à partir du moment où je fais quelque chose, un nouveau rythme, ce nouveau rythme, il va pouvoir s'imposer aux anciens rythmes qui sont installés depuis longtemps, qu'à partir du moment où ils vont avoir la même descente dans le monde physique, ils vont s'ancrer pareil, dans le monde mental, dans le monde émotionnel, dans le monde éthérique, dans le monde physique, jusqu'à ce que ça s'ancre complètement. Et un rythme qui s'ancre complètement
On appelle ça un rite ou un rituel. Un rite, un rituel, c'est uniquement un rythme de vie à n'importe quel niveau, n'importe quel corps, qui est descendu et qui s'est incarné jusqu'au niveau physique. Alors évidemment, là encore, nous, on a l'habitude de réserver le mot rite et rituel, soit à certaines cérémonies religieuses ou autres, etc. Et donc, nous, ça nous paraît un petit peu loin de notre quotidien. Croyez pas ça. Fondamentalement, un rite ou un rituel, c'est tout simplement un certain rythme qui s'est instauré en nous. Par exemple, on sait très bien que pour arriver à faire prendre certaines bonnes habitudes à des enfants, il faut répéter, répéter, répéter. Va te laver les dents. Va te laver les dents. Jusqu'à ce qu'au jour, on n'a plus besoin de le dire parce que c'est devenu quelque chose qui est ancré. Au départ, oui, c'est vraiment quelque chose qui est là, c'est une intention. Si je peux y échapper, j'y échappe. Puis finalement, plus on devient adulte, plus c'est quelque chose qui s'ancre et ça devient chez nous un rituel. Un rituel totalement inconscient. C'est évident qu'on va se laver les dents. Mais si vous regardez bien, toute notre journée est uniquement un ensemble de rituels. Dès que je me lève, et comment vous vous levez? Qu'est-ce que vous faites après vous avoir levé? Quel genre de petit déjeuner vous prenez? À quel moment? Est-ce que vous faites votre méditation avant, après le petit déjeuner, après la douche? Qu'est-ce que vous prenez une douche? Comment vous faites? Puis après, vous allez au boulot. C'est aussi un autre rituel. À quelle heure? C'est souvent réglé comme ça. Et puis qu'est-ce que vous faites à midi? Et puis, ouais, on peut prendre toute la journée comme ça et tout le week-end. Ce n'est qu'un ensemble de rites et de rituels. Même chose au niveau relationnel. Qu'est-ce que vous faites avec vos copains, avec vos amis, votre famille? Quels sont les rituels que vous avez? Comment vous échangez? Est-ce que vous avez l'habitude de vous recevoir, pas vous recevoir, vous voir une compassion? Est-ce que vous vous appelez au téléphone? Est-ce que vous envoyez des tweets tout le temps? Bref, chacun a ses rituels constamment. Sur le plan mental, moi j'ai l'habitude de lire assez régulièrement. J'essaie de lire 5 minutes, ne serait-ce que tous les jours. Ah non, moi je peux pas. Moi, par contre, je consacre le week-end à ça. Chacun, encore une fois, oui, quel que soit le plan, que ce soit sur la méditation ou autre, chacun a ses rituels. Notre vie n'est qu'un ensemble de rituels, c'est-à-dire que c'est un ensemble de vibrations, de rythmes descendus, ancrés complètement en nous. Et tant qu'on n'a pas fait la même chose sur les nouvelles vibrations, ça ne peut pas prendre la place des anciennes. Voilà pourquoi chaque fois qu'on a un nouveau comportement, une nouvelle idée, quelque chose, si on ne le fait pas tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne une partie intégrante de notre vie, eh ben ça repartira. Si vous ne mangez pas tous les jours, tous les jours, tous les jours d'une autre manière, bah vous reprendrez vos kilos. Si vous ne changez pas votre relation tous les jours, vous aurez toujours les mêmes relations avec les gens. Si vous ne mettez pas à lire autre chose tous les jours, si vous ne méditez pas tous les jours, eh bien, ça ne prendra pas. Parce que l'habitude des anciens rituels, les anciennes vibrations sont tellement bien ancrées qu'elles ne bougent pas. Par conséquent, l'élimination définitive due à l'aspiration ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on met une certaine discipline en face, qui fait que ça transforme ces nouvelles vibrations en rites et en rituels. Et là, vous pouvez dire qu'à ce moment-là, hop là, les anciennes sont véritablement balayées définitivement. Vous avez monté au niveau vibratoire. Ça, c'est vraiment la clé de tout changement. Que ce soit vraiment, pour que je donne des exemples avec le sportif ou autre, c'est vraiment toute personne qui veut acquérir une nouvelle maîtrise dans quelque chose, que ce soit un art, que ce soit un sport, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans sa propre vie. Toute personne qui veut acquérir une responsabilité, c'est-à-dire une capacité de répondre à un niveau vibratoire plus élevé, doit forcément en passer par là. On doit forcément comprendre tout le processus vibratoire de ces aspects-là, sinon ça ne marche pas. Ça ne peut pas le faire. On voit bien comment tout ce qui est là descend, 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 et si, avant que ça devienne un rituel, bah, on arrête, ça repart. C'est fini. Il reste toujours les vieux rites, les choses installées. Voilà comment on peut progressivement s'accorder ou accorder nos différents corps comme on le choisit, comment on peut accorder l'instrument à 5 cordes que nous sommes sur de nouvelles vibrations. Ce que vous choisissez le bien, il va falloir aspirer à ça, rentrez bien en contact avec cette nouvelle vibration et prenez la décision de le faire très longtemps, plusieurs mois, plusieurs années s'il le faut, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, donc un rituel complètement incarné. Avant que ça le soit, ça ne marchera pas. Si vous arrêtez avant que ça soit vraiment un automatisme, ça ne fonctionne plus.
Alors, une fois qu'on s'est accordé comme ça, on peut prendre un exemple justement par rapport à la méditation. C'est de percevoir que on peut changer aussi finalement la note sur laquelle on s'accorde. On peut dire, mais tout mon instrument est accordé. Oui, mais sur quelle note fondamentale, sur quelle tonique? Qu'est-ce qui donne l'accord? Qu'est-ce qui va donner la tonalité de ta vie? La note fondamentale qui donne la tonalité. Ben, pour l'instant, c'est ma personnalité. D'accord. Est-ce qu'on peut essayer de s'accorder sur l'âme? Entendre quelque chose d'autre. Tout à l'heure, je vous disais, évoluer, c'est apprendre à vibrer plus vite. Qu'est-ce qu'on fait en méditation? Rien d'autre que ça. C'est très simple. En méditation, la seule chose qu'on cherche à faire, c'est chercher à rejoindre un vécu de certaines énergies qui font que là, il y a une vibration plus subtile. Et on le sent. Si à un moment donné, on médite, on sent bien qu'à un moment donné, quand ça marche, il y a quelque chose qui bat plus vite. Il y a quelque chose qui vibre plus fort. Et c'est ça qu'on va chercher. Et naturellement, si je médite une fois de temps en temps, ben je suis content parce que je sens cette vibration. Mais comme je viens de vous le dire, si je ne le fais pas régulièrement, aucune chance pour que progressivement ce soit quelque chose qui s'instaure comme un nouveau rythme de vie, parce qu'il n'y a pas la régularité. Ça ne devient pas un rituel. Là où il n'y a pas rituel, il n'y a pas progrès. Donc je le fais régulièrement. Donc j'essaie vraiment d'entrer en contact avec ce point de clarté, ce point d'amour, ce point d'unité, comme chacun peut le percevoir. Et là, il y a un sens qui est extrêmement important, c'est le sens du toucher. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on dit qu'on rentre en contact avec l'âme. Le sens du toucher, c'est un sens qui agit à travers tout le corps, à travers toute l'aura, à travers le corps éthérique. Ce n'est pas simplement à travers les mains. Et ce sens du toucher, c'est celui qui nous permet de prendre contact avec toute vibration nouvelle. Voilà pourquoi c'est avec le sens du toucher, quand vous entrez dans une pièce et que vous sentez que c'est une vibration claire ou pas claire. C'est le sens du toucher qui vous permet de contacter la vibration de quelqu'un. C'est avec le sens du toucher qu'en guérison, avec les mains, on peut arriver à percevoir à distance finalement quelle est la vibration d'un être. C'est aussi avec le sens du toucher en guérison ésotérique qu'on peut arriver à amener donc quelque chose de l'âme par rapport à l'âme de l'autre. Le sens du toucher, c'est vraiment quelque chose qui nous met en contact avec une autre vibration. Je dis ça parce que souvent en méditation, il y a des gens qui se contentent de la vue. C'est-à-dire, je médite, et comme nous l'avons vu le mois dernier, ou non, il y a 2 mois, et je cherche à imaginer, j'imagine l'âme, et je la vois bien, j'imagine de la lumière, j'imagine ça, mais je ne rentre pas en contact avec. Donc, je redescends, mais je suis toujours dans ma vibration. Ce qui est intéressant, oui, c'est que finalement, c'est le contact qui change la vibration. C'est au contact de quelqu'un qu'on change la vibration. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a tellement de gens qui adorent aller en Inde rencontrer tel ou tel sage? Tout simplement parce que, au contact de ces personnes, même s'ils l'approchent de quelques mètres, leur vibration change. Au contact des uns des autres, au contact du groupe que nous sommes, notre vibration change. C'est le contact qui fait que toute vibration change constamment. Naturellement, ça ne tient pas. Et ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il est bien plus intéressant pour nous, plutôt que d'aller chercher à accélérer notre contact qui ne tient pas auprès d'un sage, d'essayer de remonter tous les jours chez nous, à remonter au niveau de l'âme. Et c'est vrai que si l'âme vibre de cette manière-là, et que moi je vibre beaucoup plus lentement, au fur et à mesure que je monte, à un moment donné, j'ai le contact, et voilà. Et je vibre également de la même manière que l'âme. Bien sûr, quand ça va redescendre, je vais avoir certaines tendances à le perdre. Mais plus ce sera régulier, et plus je maintiens cela dans le temps. Et plus ma vibration monte. Et si je ne suis pas au niveau vibratoire de l'âme constamment, c'est certain que de toute façon, je gagne en palier jusqu'au jour où véritablement je vibre en unisson avec l'âme. C'est pour ça que je voulais vous signaler l'importance du sens du toucher, parce que c'est le sens par lequel la vibration augmente. C'est en se touchant, c'est en se contactant les uns les autres, c'est en contactant l'âme, c'est en devenant cela, et pas simplement en restant à distance, qu'on change notre vibration. Voilà, ça c'est vraiment un truc très important, vous voyez, parce que pour pouvoir changer toute notre histoire, il faut se rendre compte combien on est totalement addict.
On a l'habitude de dire, mais les addictions, c'est l'alcool, les addictions, c'est la drogue, les addictions, c'est le jeu, les addictions, c'est telle ou telle chose. Oui, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que finalement, de par nos élémentaux, qui nous obligent à se comporter d'une certaine manière, malgré nous, et on sent bien le combat. On sent bien, vous avez tous essayé, quand vous essayez de faire un régime ou un jeûne, et qu'il y a quelqu'un qui vous dit, je ne te dis pas la mousse au chocolat, là. Non, non. Intérieur. Tous les élémentaux. Ah oui, la mousse au chocolat, ah oui. Non, non. Très difficile. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir que ces élémentaux représentent toutes les addictions. On a tous une addiction au niveau vibratoire dans lequel on est. On est tous addicts à une certaine forme de bonheur, à certaines formes de plaisir, à certaines formes de consommation. On est totalement addicts à ça. Et c'est très très difficile d'arriver à s'en passer. Voilà pourquoi c'est intéressant de se rendre compte que penser en termes vibratoires, oui, c'est vraiment mettre à notre disposition une autre manière d'arriver à changer les choses. Se rendre compte combien c'est pas simple de changer en nous, tout simplement parce que ben, on est véritablement en rapport avec ces élémentaux. Alors on pourrait dire, mais est-ce que nous, on est capable de sentir, est-ce qu'on est capable de sentir toutes ces vibrations? On parle de monter la vibration haute, la vibration basse, mais est-ce qu'on est capable de les sentir? Oh oui. Ah oui, oui, oui. On est très 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 capable de les sentir. Même physiquement. Vous voyez, un tout petit décalage vibratoire de quelques nanomètres, de quelques petites fréquences minuscules, on les sent. Parce qu'on appelle ça rouge, orange, jaune, violet. En termes de vibration, c'est extraordinairement fin. On peut dire, on peut pas distinguer ça, ce type de vibration. Ah oui, c'est des couleurs. Même chose avec les sons. On distingue une foule de vibrations avec une grande subtilité, on ne s'en rend pas compte. Et pour vous montrer à quel point on n'est pas dupe, on fait très clairement la différence de vibration dans notre vécu entre sortir d'un jeûne de 2-3 jours et sortir d'un 31 décembre bien arrosé. Est-ce que vous sentez que ce n'est pas du tout la même vibration? On fait très très bien la différence entre une journée passée à faire les soldes dans les magasins et une journée dans la nature. C'est évident. Ou bien, comment on fait la différence entre une vibration au sortir de la méditation ou une vibration encore au sortir d'une fête? Ou bien la différence entre une maison dans laquelle on rentre et il y a des trucs partout, c'est sur tous les murs, il y a sur tous les meubles, c'est hyper chargé, et une maison où c'est beaucoup plus zen. C'est évident, on passe notre temps à sentir. Et on sait très très bien en nous, on pourrait faire le catalogue, tous les moments où on est en vibration haute et tous les moments où on est en vibration basse. On sait parfaitement faire la différence. On le connaît. On sait comment, il y a des moments où on est en rogne, on est en colère, et on a une vibration au ras des chaussettes, là, très bas. Et tous les moments, au contraire, on est beaucoup plus dans la lumière, dans l'amour, dans la compréhension aimante. Et là, on est capable de faire des choses merveilleuses. On sait ça. Donc, on sait parfaitement en nous distinguer les vibrations. Le problème, il n'est pas dans la distinction. Le problème, il est dans le choix. Qu'est-ce que nous choisissons? À chaque instant. Vous connaissez l'histoire, mais je vous la raconte quand même. C'est ce vieil Indien qui discute avec son petit-fils. Et son petit-fils, il lui dit, dis donc grand-père, moi ce que j'admire chez toi, c'est ta sagesse. Tu as toujours des réponses extraordinaires, tu connais tellement de choses, et vraiment j'admire ta sagesse. Et le grand-père lui dit, bah, tu sais, ça c'est bon, c'est ce que je suis apparemment, comme ça, mais crois pas que ce soit aussi simple. En moi, il y a vraiment une bataille féroce qui se passe. Ah bon? En moi, il y a 2 loups. Il y a un loup noir, puis il y a un loup blanc. En moi, il y a un loup noir, et ce loup noir, il est égoïste, il est prétentieux, il est orgueilleux, il ne s'occupe pas des autres, il n'écoute pas. Il a tellement de défauts. Et puis, il y a un loup blanc. Ce loup blanc, il écoute les autres, il est respectueux, il est sage, il est aimant. Et les deux n'arrêtent pas de se bagarrer. Et finalement, ma vie intérieure, c'est souvent le résultat
de ce combat incessant entre ces deux loups. Et le petit-fils dit, mais il y a que toi, grand-père, qui est comme ça. Ah non, non, grand-père dit, non, toi-même, toi-même, tu es comme ça. Tu pourrais très bien voir, mettre tout ce qui est du côté du loup blanc, tout ce qui est du côté du loup noir. Et puis chaque être humain est comme ça. Nous sommes tous comme ça. Nous avons tous cette bagarre qui se passe en nous. Oh là là, il essaie de réfléchir un peu. Puis après, il pose la question, mais grand-père, mais à la fin, qui c'est qui gagne? Et le grand-père lui dit, oh, c'est très simple. Celui qui gagne, c'est le loup que tu nourris. C'est terrible. Parce qu'en nous, dans notre quotidien, qu'est-ce que nous choisissons de nourrir? Est-ce que nous choisissons nos addictions? Est-ce qu'on nourrit nos addictions? On les connaît bien, nos addictions, à tous les niveaux. Et on les nourrit régulièrement, on les satisfait parce que c'est bien, parce que c'est la vie, parce que c'est le bonheur, parce que c'est du fun, parce que c'est le plaisir, parce que c'est comme ça. Mais alors du coup, mes aspirations que j'ai vues, mes aspirations, c'est fait en ce moment, place aux addictions. D'accord, d'accord. Au mois de janvier, avec les bonnes intentions, je reviendrai à mes aspirations. Là, pour l'instant, ok, je choisis très clairement de nourrir un loup. Et finalement, il y a d'autres moments, je choisis de nourrir le loup blanc. Mais est-ce que c'est équilibré? Lequel, effectivement, l'emporte? Et dans mon quotidien, qu'est-ce qui est le plus présent, le loup blanc ou le loup noir? Oh, quelquefois, d'ailleurs, c'est pas facile, hein. On est partagé. Vous avez par exemple des gens qui sont adorables avec les autres ou en société. C'est tout le loup blanc. Oh. Et dès qu'ils rentrent chez eux, ou l'inverse. Donc c'est vrai que quelquefois on arrive à partitionner comme ça les choses, donc pour vous montrer à quel point les choses ne sont pas simples. Parce qu'en nous-mêmes, les circonstances, les relations avec les autres sont autant d'éléments qui font qu'on fait surgir plutôt l'un ou plutôt l'autre. Mais toujours la question nous est posée, parce qu'on est conscient, parce qu'on connaît les deux, qu'est-ce que tu choisis de nourrir à chaque instant? Qu'est-ce que tu choisis de développer? Et tout ça, ce sont, vous voyez, des états vibratoires. C'est pour ça que je voulais vous dire, comme premier élément ce soir, ça serait bien d'arrêter de penser en termes de bien, de mal, mais plutôt d'apprendre à penser progressivement en termes de vibration. Quelle vibration je choisis? Quelle vibration je suis en train d'instaurer? Quel état vibratoire j'aspire? Et est-ce que je me donne véritablement les moyens de le mettre en place? Ou c'est simplement des coups d'épée dans l'eau? Parce que de temps en temps, ça me fait du bien, en tout cas moralement, de dire « Ah, j'ai fait un effort. Ça n'a pas servi à grand-chose, mais j'ai fait un effort. » Voilà. C'est la question par rapport à ce niveau vibratoire. Et puis une fois qu'on a accordé notre violon, on peut commencer à se poser la question sur l'accord avec les autres violons. Tout à l'heure, je vous disais, toute l'histoire de la morale et des mœurs, c'est l'histoire avant tout des sociétés. C'est l'histoire qui consiste à dire, mais comment on peut se mettre d'accord? Comment est-ce qu'on peut avoir la même longueur d'onde tous ensemble? Comment est-ce qu'on peut s'accorder? C'est évident que si j'ai une longueur d'onde très large et que quelqu'un d'autre a une longueur d'onde très très étroite, ça ne colle pas. Et on le dit dans le courant, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on ne se comprend pas du tout. C'est tout à fait exact. C'est vraiment le pensée vibratoire. Et comment est-ce qu'on peut réussir, alors si c'est déjà difficile à deux, à le faire globalement, tous ensemble? Oh, les sociétés anciennes ont remarquablement montré la voie. Quand on était en conscience de dépendance, tout le long de la courbe d'involution, toutes ces sociétés dégagent, parce qu'elles ont une espèce de note globale, de note d'ensemble, en tant que tribu, en tant que famille, en tant que population, ils dégagent une certaine note vibratoire. Et cette note vibratoire, elle s'illustre très très bien en une certaine musique. Chaque population, chaque peuplade, à chaque époque, a sa musique, a ses rythmes, qu'on identifie très très bien. On peut très bien identifier la différence entre une musique chinoise ou de telle partie de l'Afrique ou Irlande. On peut arriver parfaitement à distinguer tout ça. Et à chaque fois, c'est une certaine note. Et cette note qui se décline en musique, qui se décline en rythme, elle se décline en idées, elle se décline en comportement, elle se décline finalement en mœurs. Et là, ils deviennent des rituels. Voilà pourquoi dans les sociétés anciennes, tout était rituel. Et tout le monde respectait les rituels. Parce que respecter le rituel, c'est le moment de vibrer en même temps. Rituel de passage pour les âges des enfants, rituel religieux, rituel de sorcellerie, rituel de société. Tout était rituel. On faisait tout ensemble. Et tout le monde était d'accord pour aller ensemble. Comme avant ici, en France, il n'y a pas si longtemps, tout le monde allait à la messe, ou presque. C'était un rituel fondamental du dimanche.
Et donc, dans toutes ces sociétés, il y avait des rituels qu'on respectait et qui faisaient que tout le monde vibrait en même temps et tout le monde se rencontrait sur les mêmes valeurs. Voilà comment, dans ces sociétés anciennes, à partir d'un son, d'une musique, d'un rythme, tout un comportement pouvait s'en déduire. Passage du rythme fondamental à tout un ensemble de rituels. Puis arrive la conscience individuelle, le bas de la courbe. Arrive le moment de la conscience dans lequel chacun affirme son soi. Et la première chose qu'on envoie balader en conscience individuelle, c'est justement toutes les coutumes, tous les rituels, tous les machins qu'on juge à ce moment-là totalement ringards. Tout simplement parce que le rythme individuel devient important. Affirmer son individualité, c'est affirmer son rythme particulier, différent de celui des parents. Nous n'avons pas le même rythme, nous n'avons pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes notes. D'ailleurs, on n'écoute pas les mêmes musiques. Si tu sais ce qu'écoutent mes parents, on n'écoute pas du tout la même musique. On n'a pas le même rythme de vie. Donc, vous voyez, donc à partir de là, à partir de cette note, à partir de ce rythme, c'est toujours les fondamentaux. Tout un ensemble veut se déduire du point de vue de façon dont on vit, toutes les idées que l'on a, les choix que l'on a, les valeurs que l'on a. Tout ça, donc, à partir justement de cette note. Et puis, je vais m'affirmer en tant qu'adulte. Et vraiment, en tant qu'adulte, je dis, ben voilà, moi, j'organise comme je veux. J'ai mes horaires, j'ai ma vie, j'ai ma vibration. Alors, les horaires, les coutumes, les machins, là 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 là. Si je pouvais tout bazarder, moi, si je pouvais bosser quand je le sens, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, non, vraiment, les rituels, ça me gonfle complètement. D'accord, ok, on envoie balader tous les rituels. Un plus. Du coup, on se rend compte comment? Bah, deux par deux, on va réinventer quand même certains rituels. Bah, c'est quoi? Bah, c'est des choses qui se passent comme ça sur le moment, il y a des trucs, c'est des rencontres, c'est fortuit. Ah oui, mais c'est pas un rythme. Ah non, non, c'est fortuit. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a des gens, on rencontre, ça marche, on sait pas pourquoi, puis après ça marche plus du tout. Mais voilà, il n'y a rien de régulier. Alors on invente un petit peu des rituels. Il y en a un qui est génial quand même, c'est l'apéro. Donc on se rencontre. Salut, ça va, oui, oui. Si on parlait un petit peu de ce qui se passe pendant le temps du Capricorne, non, écoute, franchement, hein. Bon, bah, on prend l'apéro. Voilà. Et là, au moins, on s'accorde. Et ce qui est très très bien, c'est que le rituel de l'apéro, non seulement on s'accorde là-dessus, parce que c'est vraiment une espèce de rituel que tout le monde fait, mais en même temps, prendre de l'alcool, c'est nourrir les élémentaux. Et donc tous les élémentaux, je sais qu'ils prennent l'apéro. Voilà. Et du coup, ça désinhibe et tout va bien. Aux grandes dames de ceux qui ne boivent pas d'alcool. Et qui se trouvent du coup complètement exclus de ce genre de rituel. C'est très difficile pour quelqu'un qui ne boit pas du tout d'alcool de se retrouver dans une soirée où justement il y a une certaine ambiance gay parce que tout le monde a bu un petit coup. Donc ce n'est pas du tout les mêmes choses qui sont enclenchées. Donc on voit bien que c'est un rituel qui fait que celui qui ne boit pas est un peu exclu. Donc on se sent bien quelquefois obligé de faire de la même chose. Et puis il y a des rituels qui changent, il y a des rituels nouveaux. Par exemple la messe du dimanche, out. Vive l'ouverture des magasins le dimanche. Ça va être le nouveau rituel. Regardez comme la plupart des nouveaux rituels que nous vivons, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, sont à base de consommation. Consommation de culture, théâtre, cinéma, musique. Consommation sportive, aller au stade, un super rituel. Tous ensemble. Il y a des rituels tout à fait étonnants, quelquefois. Vous voyez, être des milliers entassés sur la route à regarder le Tour de France. Il y a des gens qui attendent des heures, qui arrivent la veille. Et puis ils voient passer les coureurs. Ouais, ça y est, ils sont passés. Qui vont mettre des heures pour repartir. Mais voilà, ils étaient là, il s'est passé quelque chose. Donc vous voyez, il y a une vibration. Mais on a tous donc des rituels comme ça. Et on sent bien combien on se sent un peu obligé d'avoir ça. Mais en général, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très particulier. Il n'y a plus de rituel de groupe, d'ensemble. On est vraiment maintenant simplement dans le système individuel. Alors familial. Voilà pourquoi quelquefois en France, par exemple, on insiste sur le rituel du repas familial, qui maintient la cohérence vibratoire de la famille, qui n'existe pas aux États-Unis où chacun grignote comme il veut dans son coin. Donc vous voyez, on voit très bien qu'on se dit, mais quand même, il nous faudrait d'autres rituels que le 20h à la télévision. Il nous faudrait d'autres rituels que s'envoyer des tweets. On voit bien que quelquefois ça manque et que finalement chacun vit sa vie dans son coin, affirme son énergie dans son coin, son rythme dans son coin, et que quand est-ce qu'on se rend compte véritablement? Ce n'est pas du tout évident. Alors, maintenant qu'on est en conscience d'ensemble et qu'on cherche à aller de plus en plus en conscience d'ensemble, à nouveau, on va retrouver la valeur du groupe, la valeur de la globalité, on va retrouver la valeur de l'ensemble. À nouveau, comme nous l'avons vu justement l'année dernière, on va remettre en évidence combien ce n'est pas des individus
qui cherche à évoluer, c'est vraiment une globalité. Que l'âme n'est absolument pas individuelle, l'âme c'est aussi une globalité. Et que ce qui compte, c'est finalement, c'est comment tous ensemble nous pouvons avancer. Nous avons un projet commun, un projet communautaire pour faire évoluer la Terre. Et c'est tous ensemble, en tant qu'âme, pas forcément en tant qu'individu, mais comment est-ce qu'on peut se relier les uns aux autres? Comment est-ce qu'on peut arriver à s'accorder? C'est intéressant le mot accord. Le mot accord, ça vient du latin ad cor, aller vers le cœur. Un accord, c'est aller vers le cœur. S'accorder, c'est mettre en résonance nos cœurs. Joli, hein? Et bien, c'est un petit peu la question qui nous est posée. Nous devenons des êtres de cœur. On cherche de plus en plus à penser, agir en termes d'ensemble. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ensemble nos cœurs? Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, nous, dans notre quotidien, comment est-ce qu'on peut s'arranger? Est-ce que vous imaginez, vous, un rituel, quelque chose qui fait que régulièrement, tous les jours, peut-être une fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, vous avez pendant 1 minute ou 5 minutes une capacité à vous mettre en état de cœur avec les autres. Si vous décidez de le faire comme ça, et que vous dites, tiens, oui, ce serait bien à faire de temps en temps, de temps en temps, comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, finira par foirer complètement. Si vous décidez que c'est important, tout ce que vous décidez que c'est important, il faut que ça devienne un rituel. Fixez-vous un truc, une heure, une occasion, quand il se passe ceci, quand il se passe cela, quand il est telle heure, tel moment. Et hop, à ce moment-là, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et là, vous aurez justement cette habitude de cœur. Mais peut-être qu'il y a aussi des choses à inventer dans la société. Et que peut-être que maintenant, on va inventer peut-être de nouvelles coutumes, on va inventer de nouvelles rencontres, on va inventer peut-être de nouveaux rituels. Mon rôle n'est pas du tout de dire, tiens, on pourrait faire ceci ou cela, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit se dégager de l'ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui vient des uns ou des autres. Mais par exemple, si on se disait en tant que groupe, vous voyez, grâce à tous les réseaux sociaux, maintenant on peut faire ça, que tous les gens de cœur, par exemple, se réunissent à midi, se réunissent par la pensée, ou à 17h, je dis n'importe quoi, hein. Et pendant 1 minute, on se relie à tous les gens qui cherchent vraiment à être de cœur. Voilà une forme pensée gigantesque, voilà quelque chose qui aurait une puissance extraordinaire, et ça serait fait tout le temps sur la planète, chaque heure, il serait 17h quelque part, en tournant, et donc en permanence, il y aurait justement cette vie du cœur entretenue par les gens. On dit, voilà une idée qui est bonne. Oui, oui, et on est généralement très enthousiaste pour démarrer sur ce genre d'idée. Mais pendant combien de temps? Si vous démarrez là-dessus, vous allez démarrer, mais pendant combien de temps? Mettons 1 an. Et au bout d'1 an, je commence à oublier. Ça commence à me perdre. Hop, je crois que c'est bon, c'est fini. Ça a été valable un temps. Ok. C'est pas descendu au niveau du rituel, donc vous ne l'avez pas incorporé dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui manque. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir combien tout progrès vibratoire ne commence à s'ancrer et à faire de l'effet que quand il devient une habitude en nous. Pour nous, et en groupe, c'est pareil. Combien serions-nous si on était des milliers au départ, au bout d'1 an, à continuer ce travail? C'est pour ça que ce n'est pas si simple. On peut en parler, on peut s'enthousiasmer, dire faudra. Non, non, c'est quelque chose qui est à venir. C'est quelque chose qui, justement, plus on prendra conscience de l'importance du travail vibratoire, plus on se rendra compte de l'importance de l'engagement, de l'aspiration et de l'engagement sur du long terme, sans attendre de résultats. Parce que le problème, c'est ça. Ça fait 1 an que je fais une pensée de cœur et je ne trouve pas que la planète avance beaucoup plus vite. Non, pas à cette vitesse-là, pas sur 1 an. Et pourtant, les choses progressent intérieurement. On n'attend pas de résultats, on s'engage parce qu'on reconnaît que vibratoirement, c'est juste. Peut-être qu'il faudra mettre en place ensemble, peut-être des rencontres intérieures ou des rencontres peut-être extérieures. Peut-être parce que finalement, on pourra imaginer des partages, des rituels de partage avec la nature, des rituels de partage d'argent. Si tous les êtres de cœur formaient une espèce de banque, à travers laquelle des choses pourraient être redistribuées sur ce qui paraît vraiment judicieux. L'idée, tout le monde l'a eue. Oui, mais pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas? Parce qu'on ne le fait pas et ça ne descend pas dans le rituel. Mais si on attend que tous les autres le fassent, ça ne marchera pas.
Donc nous, si on aspire à ça, et nous, si on trouve que tel ou tel rituel, ou telle idée, ou telle vibration, ça serait vraiment important, alors on le fait. Alors on commence à se mettre en route sur le chemin. Et on marche. Et au début, on marche tout seul. Puis il y a des gens qui disent, où tu marches comme ça? Bah moi, voilà, j'ai tel rituel, et ça me paraît important. Ah bah je t'accompagne, et 2, et 3, et 4. Et bientôt, on se retrouvera des milliers sur le chemin. Et là, forcément, ça se fera. Là, ça existera. Inventons des rituels du cœur. Pour nous-mêmes, et pensons à ce que ça pourrait être justement des rituels d'ensemble. Comment nous, en tant qu'humanité, on a progressivement à développer des choses de ce point de vue-là. Il y a bien des choses qui se font, hein, mais c'est des flash mobs. C'est des trucs. Allez, on se rencontre et on fait un coup fumant. Il y a plein de rencontres, il y a plein de gens qui disent tiens, il y a une super pleine lune là parce qu'il y a un machin, etc. Donc on fait des choses et rendez-vous à une méditation tel jour. C'est très bien, hein, mais c'est un coup dans la mobilité, mais comme il n'y a pas de rythme, comme c'est pas enclenché, bah voilà, c'est un coup dans l'eau. Tout ce qui ne s'enclenche pas sur la durée ne sert pas à grand chose. Vous voyez, c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre ce processus vibratoire. Et puis enfin, du point de vue de l'âme, là, il y a beaucoup de choses à faire. Là, il y a beaucoup de rituels à mettre en place. On a vu le rituel de la méditation qu'on peut chacun mettre en place dans notre propre vie. Mais après, il y a des rituels de méditation de groupe. Où là, justement, on peut arriver en tant que groupe planétaire, chacun méditant chez soi. Il ne s'agit pas de méditer ensemble dans une même salle, mais c'est vraiment réussir à voir comment est-ce qu'ensemble on peut réussir à se relier à tous les méditants, se relier peut-être à tous les chercheurs du monde. Comment est-ce que tous ensemble, tous les chercheurs de vérité, nous pouvons nous relier à certains moments avec un certain type de recherche ou un certain type de méditation, avec peut-être même le même schéma de méditation. À partir de ce moment-là, il y a vraiment quelque chose de très très puissant qui se met en place. C'est même plus un rituel individuel qui se met en place, ça devient un rituel de groupe. Et là, ça décuple complètement la puissance de ce qu'on pourrait faire individuellement. Il y a quelque chose qui est extraordinaire par rapport à ça, je l'évoquais au début, c'est justement ce qu'on appelle la méditation de pleine lune. C'est-à-dire qu'au moment de la pleine lune, il y a une émanation d'énergie fabuleuse qui vient du soleil. La lune n'y est strictement pour rien. Et donc l'appellation est trompeuse. Et à ce moment-là, c'est vraiment toute une proposition d'énergie fondamentale par rapport à l'humanité. C'est comme si on nous disait, si vous voulez évoluer, ce mois-ci, on vous propose telle énergie. Au moment de la pleine lune, ce mois-ci, on nous propose l'énergie Capricorne. On nous propose en nous disant, vous voulez être un peu plus responsable, vous voulez avancer, vous cherchez à maîtriser certaines vibrations. Bon voilà, ok. Vous avez toutes les énergies voulues au moment de la pleine lune. Et naturellement, la préparation que nous faisons ensemble dans ces rencontres psychosophie, c'est pour préparer à cela. Voilà pourquoi chaque rencontre a toujours la coloration de l'énergie du mois. C'est une préparation à recevoir ce type d'énergie. Et ça sera reconnu progressivement comme quelque chose de tout à fait fondamental, comme une note clé, comme un nouveau diapason sur lequel l'ensemble de l'humanité peut arriver à s'accorder et à développer toute une créativité. Mais cela, nous le verrons le mois prochain. Parce que ça va nous mettre en évidence, au-delà du système vibratoire, donc qui est relativement rapide, des systèmes de vibration plus lents que sont des cycles. Et comment, à travers le cycle de la respiration, le cycle de l'énergie, le cycle de la journée, le cycle du mois, le cycle de l'année, comment à travers des cycles aussi grands, ce sont des vibrations tout à fait à un autre niveau, et bien aussi l'humanité peut apprendre à s'accorder et vivre finalement de nouveaux rituels pour pouvoir manifester de nouveaux états vibratoires. Eh bien, je vous propose de méditer là-dessus.